Bonjour à toutes et à tous. Il y a une phrase discrète, glissée dans un communiqué parlementaire iranien ce week-end, qui en dit plus long sur l'état du monde que n'importe quelle déclaration martiale de Washington. La commission de sécurité nationale du Parlement iranien a en effet validé samedi dernier, samedi 22 août 2026, un projet de loi prévoyant que les navires des pays autorisés à franchir le détroit d'Ormuz paieront désormais des frais de service à l'Iran. Pas un blocus, mais un tarif. 6 mois après le début de la guerre, Téhéran cherche donc désormais à donner un cadre légal à sa capacité de contrôle du détroit. Une commission parlementaire a en effet approuvé un projet permettant de facturer certains services aux navires autorisés à transiter. Ce n'est pas encore une loi, ni une taxe effectivement perçue, mais c'est déjà un signal politique important. L'Iran prépare une gestion durable du rapport de force maritime. Et ce glissement du militaire vers l'administratif est le signe d'une bascule plus large que l'on retrouve ce matin sur plusieurs autres théâtres. Partout, des dispositifs présentés il y a quelques mois comme provisoires, un blocus, une prime d'assurance de guerre, une élection suspendue, une escorte navale, se transforment en architecture permanente dotée de calendriers, de tarifs et de lignes budgétaires. Dans le détroit lui-même, ce ne sont plus les missiles qui font le plus mal à l'économie mondiale, mais les assureurs. Une analyse publiée ce lundi matin, lundi 24 août 2026, montre que la prime de risque de guerre sur un tanker, qui coûtait 0,15% de la valeur du navire avant la guerre, a grimpé jusqu'à 10% et parfois davantage, pendant que les transits quotidiens s'effondraient eux de 95% au pire moment de la guerre du détroit d'Ormuz. Washington a répondu en engageant jusqu'à 40 milliards de dollars de capacité de réassurance publique, la preuve sans le dire que la marine américaine ne peut plus rassurer un marché à elle seule. Au même moment, en Syrie, une délégation israélienne conduite par le chef du Mossad rencontrait le ministre syrien des Affaires étrangères en Jordanie, sous médiation américaine, pour tenter de rouvrir un canal diplomatique gelé depuis février, signe que même les fronts les plus explosifs cherchent eux aussi à se doter de mécanismes de gestion permanents plutôt que de rester dans l'improvisation. À Ottawa, Mark Carney a fixé au 8 septembre prochain l'entrée en vigueur de ces tarifs de rétorsion contre les États-Unis, calendrier contre calendrier, dans une guerre commerciale qui ne connaît plus d'épisodes, mais des dates. Et à Kiev, c'est le calendrier électoral lui-même qui devient l'objet du bras de fer. Volodymyr Zelensky a refusé samedi dernier tout scrutin en temps de guerre, quelques jours après que son ex-ministre de la Défense, limogé, eut réclamé publiquement un vote, pendant que Moscou, de son côté, planifierait une mobilisation de 300 000 hommes programmés, elle aussi, pour après les élections législatives russes de septembre. Un fil rouge relie tout cela, la guerre sous toutes ses formes, qu'elles soient militaires, commerciales, électorales, assurantielles, cesse d'être un état d'exception pour devenir un régime de gestion à part entière, avec ses textes de loi, ses primes, ses dates butoirs et ses lignes budgétaires. On décrypte tout cela dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Le fait est donc passé presque inaperçu samedi dernier, noyé dans le flot des déclarations plus spectaculaires sur la guerre économique américaine. Il mérite pourtant d'être isolé puisque la commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien a validé un projet de loi prévoyant que les navires des pays autorisés à transiter par le détroit d'Ormuz devront désormais s'acquitter de frais de service auprès de l'Iran, a rapporté un média du Moyen-Orient ce lundi matin. Le même jour, le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne, le général Sardar Moebi, qualifiait le recours américain à la guerre économique d'aveu tacite de défaite militaire. C'est dans ce contexte qu'il faut lire les déclarations samedi de Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, sur la télévision d'État IRIB. Il a exposé une doctrine de rétorsion en 3 temps face à tout pays qui rejoindrait la campagne de sanctions américaines. Négociation d'abord, je le cite, nous leur dirons de s'écarter et de se distancier des États-Unis, puis en cas d'échec, ciblage direct des intérêts du pays concerné, je le cite de nouveau, tout pays qui participe à l'imposition de restrictions économiques contre nous sera considéré comme un ennemi
a-t-il averti, promettant une riposte systémique. Razei est allé plus loin en avertissant les voisins du Golfe que s'ils se joignent à la guerre économique de Trump, eh bien, pas une goutte de pétrole ne quitterait la région, y compris par les routes alternatives contournant Hormuz, une allusion à peine voilée au détroit de Bab el-Mandeb, utilisé par l'Arabie Saoudite pour exporter son brut depuis le blocus. Le chercheur Hamid Reza Azizi de l'Institut Singledel a résumé sur X la logique à l'œuvre. Téhéran chercherait à établir une dissuasion précoce en signalant que de simples préparatifs d'attaque pourraient désormais déclencher une riposte iranienne. Il identifie deux piliers dans cette nouvelle doctrine offensive, la préemption, visant à empêcher une menace perçue de se matérialiser, et la rétorsion disproportionnée destinée à renchérir le coût de toute attaque effectivement menée. L'avertissement adressé aux pays du Golfe Persique constitue, selon lui, un ultimatum à peine déguisé, révélateur d'un establishment militaro-sécuritaire iranien qui se prépare, dit-il, je le cite, à un nouveau round d'escalade. Reste une question que les Occidentaux ont tendance à sous-estimer, celle de la solidité réelle de ce front anti-iranien que Washington appelle de ses voeux. Le chercheur Simon Mabon de l'université de Lancaster rappelait récemment que les pays du Golfe ne peuvent plus changer de géographie, ils doivent vivre et travailler aux côtés de l'Iran et qu'aucun d'eux ne souhaite l'instabilité qu'entraînerait l'effondrement de la République islamique, même certains ayant poussé pour des frappes plus dures, moins pour précipiter sa chute que pour affaiblir les factions les plus dures du corps des gardiens de la révolution iranienne. Trita Percy, de l'Institut Quincy, ajoutait qu'aucune nation de la région ne peut se permettre une nouvelle longue guerre et que l'épuisement des stocks mondiaux de pétrole, non reconstitués depuis les cessez-le-feu d'avril et de juin, rend une confrontation prolongée peu attrayante pour tout le monde. Autrement dit, la loi sur les frais de service ne signe pas, le projet de loi sur les frais de service ne signe pas la victoire du blocus iranien, mais son institutionnalisation, un pari sur la durée, dans un rapport de force où ni Téhéran ni ses voisins n'ont intérêt à aller jusqu'à la rupture totale. Ce pari sur la durée, Téhéran vient d'en formuler la version légale. Washington, elle, en propose le miroir presque parfait, et ce à peine quelques jours plus tard, mais côté sanctions plutôt que côté détroit. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a publié hier, dimanche 23 août 2026, dans les colonnes du Financial Times, une tribune annonçant l'entrée dans ce qu'il appelle le jour J économique contre l'Iran, soit une offensive qu'il présente comme la plus grande attaque financière jamais montée contre un adversaire. Le texte détaille une liste d'actes désormais assimilés à de la complicité avec Téhéran, achat ou transport de pétrole iranien, transactions commerciales ou financières avec le régime, autorisation d'atterrissage pour des avions iraniens, tolérance du transbordement maritime du brut iranien ou des flux financiers illégaux liés à l'Iran. Le ton employé par Bessent tranche avec la prose habituelle d'un communiqué du Trésor. Il convoque le pari de Pascal, cet argument théologique selon lequel il est rationnel de croire en Dieu, même dans l'incertitude, par crainte du jugement, pour avertir que l'incertitude n'exonère aucune nation d'un examen rigoureux des risques et que le coût d'une erreur de calcul s'en trouve d'autant plus lourd. Une manière à peine voilée de présenter la politique américaine comme un verdict inéluctable plutôt que comme une option parmi d'autres. Le message central reste limpide. Les pays qui maintiennent des liens économiques avec l'Iran sans se conformer au régime de sanctions verront, selon Scott Bessent, toute perspective de prospérité durable se refermer avec un risque explicite de basculer au rang de paria international. Il accuse la République islamique d'avoir prospéré en habillant l'extorsion en garantie de sécurité, misant sur la certitude de ses propres représailles face à une application américaine jusque-là négociable, une époque qu'il déclare close sous la présidence de Donald Trump. Ce langage n'est pas anodin, ce jour-là précisément. Il fait directement écho à la loi iranienne sur les frais de service d'Hormuz, que l'on vient de traiter précédemment. Deux administrations, deux vocabulaires, l'un fiscal, l'autre financier, mais une même logique de fond, celle de transformer un rapport de force militaire en architecture de contraintes permanentes, dotée de ses propres règles d'application. Mais entre la loi iranienne et la tribune américaine, il y a un troisième acteur qui, lui, ne signe aucun communiqué et ne prête allégeance à aucun camp, le marché de l'assurance maritime. Et c'est peut-être lui, en réalité, qui est en train de trancher ce bras de fer avant même
que les sanctions ou les taxes ne produisent leur plein effet. Le chiffre qui résume le mieux cette guerre n'est pas un bilan militaire, mais une prime d'assurance. Selon une analyse publiée par un média asiatique ce matin, l'assurance de risque de guerre sur un tanker traversant Hormuz coûtait environ 0,15% de la valeur du navire avant le conflit, une ligne comptable presque négligeable. Au plus fort des combats cette année, cette même prime a grimpé entre 5 et 10% et par endroits, selon certaines estimations, jusqu'à plusieurs milliers de fois son niveau d'avant-guerre. Sur un tanker de 100 millions de dollars, l'écart se chiffre entre 150 000 dollars et donc 5 à 10 millions de dollars par voyage. Les transits quotidiens, qui tournaient en moyenne autour de 178 navires avant la guerre, se serait tari jusqu'à 95% au pire moment, toujours selon cette même source. Ce n'est plus une guerre de missiles, donc c'est une guerre de souscripteurs. L'Iran n'a jamais eu besoin de fermer matériellement le détroit, il lui a suffi de générer assez d'incertitudes, mines, hors-bord rapides, drones, missiles, pour que les assureurs de Lloyds fassent le travail à sa place en repriçant le risque jusqu'à ce que les armateurs cessent tout simplement de naviguer. C'est ce qui explique en creux pourquoi l'administration américaine a demandé à l'International Development Finance Corporation d'apporter une garantie de réassurance de guerre pouvant atteindre, selon des informations reprises par le même média, jusqu'à 40 milliards de dollars de capacité. Un porte-avions escorte un navire, il ne convainc pas un souscripteur londonien que le golfe Persique est redevenu sûr. Un analyste du think tank Crisis Group, cité dans cette même analyse, résume la limite de l'outil militaire. Il n'existe pas de solution armée à ce problème. Le détroit ne rouvrira que par la négociation, pas par l'escorte militaire. Le même mécanisme, à une échelle différente, frappe désormais la mer Rouge, puisque selon des données Kepler reprises par Bloomberg hier, dimanche 23 août 2026, l'Arabie Saoudite a envoyé au moins 6 tankers vides faire le tour complet de l'Afrique pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb sous la menace d'un blocus proclamé par les Houthis. Les exportations via le terminal de Yanbu sur la mer Rouge sont passées de 240 000 barils par jour à 3,5 millions de barils par jour en juin, signe de l'ampleur du contournement déjà à l'œuvre. Une partie du Golfe est même désormais proposée à la Chine pour un enlèvement directement à la sortie du détroit Persique plutôt qu'un transport complet vers l'Asie. Ce n'est plus un incident logistique isolé, c'est un mécanisme reproductible. La même dynamique avait d'ailleurs déjà frappé la mer Rouge pendant la campagne Houthi, avec des primes multipliées par 5 sans qu'une seule mine n'explose près de la plupart des navires, et qui pourrait s'appliquer demain à Malacca, à Taïwan ou au détroit turc. Le point important est ailleurs, les États-Unis peuvent démanteler les capacités militaires d'un adversaire et perdre malgré tout l'argument qui compte vraiment pour un armateur décidant de router ou non par le Golfe. Cette guerre des primes ne s'arrête pas aux portes d'Ormuz, elle irrigue toute la région jusqu'à ses fronts diplomatiques les plus gelés. En Jordanie, ce week-end, c'est justement un autre dossier à l'arrêt depuis 6 mois qui a montré ses premiers signes de dégel. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Shaibani a rencontré ce week-end en Jordanie une délégation israélienne conduite par le chef du Mossad, Roman Goffman, selon l'agence officielle syrienne Sana, citée par Al Jazeera ce lundi matin. Les discussions entourées par les États-Unis ont porté sur la mise en place de mécanismes pratiques pour mettre fin aux frappes, arrestations et opérations de ciblage israéliennes, ainsi que sur la relance de négociations en vue d'un accord de sécurité durable entre les deux pays. Ce n'est pas un dossier secondaire, les pourparlers avaient, je vous le rappelle, été gelés fin février, au moment même où Washington et Israël ouvraient leur guerre contre l'Iran, sans qu'aucune date de reprise n'ait jamais été fixée depuis. C'est le bombardement jeudi dernier de la base aérienne d'Abou-Dour, dans le nord-ouest d'Idlib, une frappe qu'Israël a justifiée comme visant à empêcher un déploiement de troupes turques, une version que Damas et Ankara ont démentie. C'est donc cette frappe israélienne qui a précipité cette reprise de contact. Selon Sana, la partie syrienne a réaffirmé être un État souverain ayant pleinement le droit de reconstruire et de développer son armée nationale et de déterminer ses alliances, rejetant ainsi tout arrangement qui restreindrait ses droits souverains. Les priorités immédiates de Damas restent
acte un retrait israélien vers les positions antérieures à la chute d'Assad et le rétablissement intégral de l'accord de désengagement de 1974, tandis que la partie syrienne a réaffirmé sa souveraineté sur le plateau du Golan occupé. Côté israélien, la presse locale évoque des discussions positives, mais assorties de plusieurs lignes rouges: empêcher toute activité militaire turque en Syrie, maintenir la partie syrienne du Golan démilitarisée, assurer la sécurité de la communauté druze syrienne et empêcher l'armée syrienne d'acquérir certains systèmes d'armement stratégiques, Israël conditionnant en outre tout retrait de territoire syrien occupé à des avancées diplomatiques notables. Le ministre syrien avait déclaré d'ailleurs à Reuters avant cette rencontre que Damas ne faisait pas confiance à Israël mais que la porte reste ouverte à la diplomatie, ajoutant que la Syrie avait totalement coupé les contacts après la frappe sur Abu Dour. Il a précisé que les deux parties s'étaient déjà accordées sur le papier en début d'année sur presque tout, y compris les arrangements pour des zones de sécurité dans le sud syrien. Mais ce n'est pas pour autant un dégel garanti. L'analyste Hassan Mnameh du Middle East Institute s'est montré sceptique, puisque selon lui, ce nouveau round de pourparlers a peu de chances de désamorcer les tensions compte tenu de l'historique d'Israël en la matière. C'est plutôt l'inverse, a-t-il dit. Maintenant que la Syrie a montré son désir de désescalade, Israël va probablement présenter davantage d'exigences. En creux, qu'est-ce que cela révèle ? Eh bien, ça révèle une asymétrie durable. La Syrie post-Assad cherche avant tout à éviter que la rivalité israélo-turque ne se déporte sur son propre territoire et ne fasse imploser une autorité centrale encore fragile. Un objectif de survie institutionnelle qui la place en position de faiblesse structurelle face à des lignes rouges israéliennes, elles, en constante expansion. De la Jordanie à Ottawa, eh bien, le décor change complètement, mais la logique reste la même. Là où la diplomatie tente de rouvrir un canal, le commerce nord-américain referme le sien à coups de calendrier. Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé samedi dernier que son pays imposerait des tarifs de rétorsion contre les États-Unis, dollar pour dollar, après l'échec de plusieurs jours de négociations intenses entre Ottawa et Washington. Cette annonce, je vous le rappelle, répond à la décision américaine d'imposer une taxe de 50% sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens, soit 5,5% des exportations du pays, une rupture nette dans une relation commerciale nord-américaine longtemps considérée comme l'une des plus stables au monde. Le point important est dans le récit de la rupture elle-même. Carney a expliqué que les négociations avaient échoué vendredi soir dernier, vendredi 21 août 2026, après que Washington eut posé des conditions jugées inacceptables, notamment des clauses limitant la capacité du Canada à conclure de nouveaux accords commerciaux avec d'autres pays, une atteinte selon lui à la souveraineté canadienne. Ils ont demandé trop et offert trop peu, a-t-il résumé, ajoutant que les négociateurs américains avaient également proféré des menaces inacceptables visant la langue française et la culture québécoise. Trump a répliqué sur son réseau social, je le cite, je le lis, « Le Canada veut les avantages d'être un État sans en être un », accusant Ottawa donc de faire payer aux fermiers américains des tarifs massifs depuis des années. La liste des représailles disponible ce lundi matin donne la mesure du terrain touché. Côté américain, la taxe de 50% vise plus de 500 catégories de produits, du whisky Crown Royal aux articles de hockey en passant par les produits laitiers, l'électronique et le bois d'œuvre, bien que le fromage, malgré les accusations américaines de discrimination canadienne, en soit exclu. Côté canadien, les représailles annoncées pour le 8 septembre cibleront l'acier, les produits laitiers, l'électroménager, le matériel agricole, la pâte à papier et l'électronique. Je vous rappelle que le détail complet devant être publié dans les prochains jours. Sur le fond, les économistes interrogés s'accordent sur un constat rare de symétrie dans la douleur. Julian Caressé-Guessian de l'université McGill estime que ces tarifs, je le cite, chasseront effectivement des centaines de produits canadiens des rayons américains. Stephen Okun de APAC Advisor relativise lui néanmoins l'ampleur du choc pour l'économie canadienne globale, 5% des exportations affectées sur un marché de 382 milliards de dollars, mais souligne que les tarifs généralisés, contrairement à des tarifs ciblés, ne fonctionnent pas. Ils n'ont ni augmenté les échanges, ni l'investissement américain comme promis, mais ont provoqué de l'inflation par la hausse des prix, un phénomène, précise-t-il, politiquement douloureux pour les deux camps et qui nuit fortement au Parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Le business
Roundtable, qui réunit 200 dirigeants de grandes entreprises américaines, a lui-même averti que ces nouveaux tarifs risquent d'alourdir les coûts pour les entreprises et les familles américaines. Mais ce dossier ne se joue pas en vase clos. Il s'inscrit dans un contexte budgétaire américain déjà sous tension. Je vous le rappelle, la dette publique des États-Unis a franchi mercredi dernier le seuil historique de 40 000 milliards de dollars, selon le département du Trésor, un doublement en une décennie à peine et une progression de près de 7 milliards de dollars par jour. Les experts ont averti qu'un emprunt aussi insoutenable a d'énormes répercussions dans toute l'économie américaine, avec un risque de spirale d'endettement dangereuse. En creux, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela révèle une contradiction que la Maison-Blanche ne résout pas, mener simultanément une guerre commerciale contre son plus proche allié, une guerre économique contre l'Iran et une guerre budgétaire contre son propre déficit, dans un contexte électoral où chacune de ces guerres se traduit in fine par une facture pour le consommateur américain. Ce calendrier tarifaire canadien n'est pas le seul agenda contesté de la journée. À Kiev, c'est un autre calendrier électoral, cette fois-ci, qui cristallise les tensions internes à mesure que la guerre s'éternise. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe qu'un responsable politique ukrainien de premier plan réclame publiquement une élection en temps de guerre, et la réponse du président ukrainien Volodymyr Zelensky rendue publique hier dimanche 23 août 2026 ne laisse aucune place au doute. Je crois que dans une guerre comme celle-ci, les élections en tant que telles représentent un risque énorme. Les élections en ce moment sont un tsunami pour le pays qui va diviser l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien lors d'un point de presse tenu samedi dernier avec des journalistes. Cette sortie répond à Mikhailo Fedorov, l'ex-ministre de la Défense ukrainien, limogé le mois dernier après seulement 6 mois en poste, dont le discours de rupture, sans jamais nommer Zelensky directement, a dénoncé la corruption, l'opacité des prises de décision et un système où la loyauté prime sur la compétence. Le limogeage de Fedorov avait déclenché, je vous le rappelle, des manifestations, mais les soutiens réclamant sa réintégration, eux, ont reculé devant son appel à un scrutin, signe que l'idée elle-même divise jusque dans le camp de ses partisans. La loi ukrainienne, je vous le rappelle, je le précise, interdit les élections en temps de guerre martiale. Un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, réalisé le 5 août dernier, montre que 57% des Ukrainiens souhaitent des élections uniquement après la fin des combats. Fait révélateur. Néanmoins, un scrutin hypothétique testé par les mêmes sondeurs donne Zelensky à 22,3% des intentions de vote chez les personnes interrogées, contre 21,4% pour Valéry Zalouzny, l'ancien chef d'état-major, aujourd'hui ambassadeur à Londres, et 13,1% pour Fedorov lui-même, un écart suffisamment resserré pour expliquer en creux la nervosité présidentielle sur ce sujet. Ce refus s'accompagne d'ailleurs d'un autre aveu financier, celui-là mais tout aussi sensible. Zelensky a évoqué un déficit de financement de la défense de 27 milliards de dollars pour cette année, conséquence de dépenses plus élevées que prévues au premier semestre, dont au moins 8 milliards nécessaires pour un début normal de 2027 et environ 20 milliards supplémentaires pour les salaires militaires et les indemnisations aux familles des soldats tués. Le point important est cependant ailleurs. Sur le plan militaire, le président ukrainien s'est montré optimiste, évoquant une reconquête quasi totale de la région de Dnipropetrovsk, puisqu'il ne reste selon lui qu'environ 10 km² et 3 petits villages hors du contrôle ukrainien, et anticipant d'ici la fin de l'année une parité entre le territoire occupé par la Russie et celui repris par l'Ukraine depuis janvier 2026. Sur un autre front diplomatique, celui-là, Volodymyr Zelensky a également dû répondre dimanche dernier, lors du sommet nordique-balte de Kiev, à l'arrestation en Croatie d'un second ressortissant ukrainien recherché par l'Allemagne pour le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. L'Ukraine n'a même jamais été impliquée, ne serait-ce que dans l'idée de cette opération, a-t-il affirmé, se disant prêt à coopérer avec les enquêteurs. Ce n'est plus un dossier anecdotique, puisque l'affaire, relancée par une première arrestation le 19 août dernier, ravive un contentieux vieux de 4 ans qui pourrait peser à terme sur la solidarité de certains partenaires européens échaudés par la question énergétique, et ce même si, à ce stade, aucune preuve indépendante ne vient contredire ni confirmer la version présidentielle. Et si Zelensky verrouille aussi fermement son propre calendrier électoral, c'est peut-être aussi parce qu'il redoute celui de son adversaire.
À Moscou, un autre agenda, militaire cette fois-ci, se prépare déjà pour l'après-élection russe de septembre prochain. C'est une anticipation, pas une confirmation officielle, mais elle vient d'un chef d'État en position de la formuler avec un minimum d'éléments de renseignement. Selon Volodymyr Zelensky, cité par Reuters dimanche dernier, l'Ukraine estime que la Russie prépare une mobilisation supplémentaire de 300 000 hommes qui interviendraient après les élections législatives russes prévues du 18 au 20 septembre prochain. Il évoque une mobilisation périphérique menée loin des grandes villes. Nous pensons que cela n'aura pas lieu dans une ville centrale, a-t-il précisé, mais je ne pense pas qu'ils pourront très bien la dissimuler. Selon lui, Moscou viserait un objectif global de 500 000 soldats supplémentaires d'ici 2027. Et ce calendrier n'est pas anodin puisqu'il confirme, si l'information se vérifie, eh bien que le Kremlin subordonne ses décisions militaires les plus sensibles à son propre agenda électoral intérieur, exactement le miroir de ce que Kiev reproche à Zelensky de faire en sens inverse en refusant tout scrutin. Sur le terrain, la pression reste concentrée sur Kostiantynivka, ville stratégique de la ceinture fortifiée ukrainienne dans le Donbass, où Zelensky affirme que la Russie perd un nombre maximal, je le cite, c'est un mot utilisé par le président ukrainien, donc un nombre maximal de soldats dans sa tentative de percer. C'est ailleurs, dans le ciel, que la guerre s'aggrave le plus vite. Zelensky a indiqué que l'Ukraine n'a reçu que 264 intercepteurs patriotes en 2026, contre 364 en 2025 et 675 en 2023, soit une baisse continue qui contraste avec l'intensification de la campagne russe de missiles balistiques, alors même que Moscou viserait une capacité de production annuelle de 1300 missiles balistiques. Vladimir Poutine a lui-même averti samedi dernier que Kiev avait ouvert, selon lui, la boîte de Pandore en frappant des cibles économiques russes, promettant de riposter contre, je le cite, les secteurs économiques les plus sensibles de l'Ukraine. De fait, l'été a vu Kiev intensifier ses frappes de drones contre les infrastructures économiques russes, raffineries de pétrole, entrepôts de commerce en ligne, dans le but assumé de désorganiser l'effort de guerre russe. Un entrepôt du géant Ozon dans la région d'Orenbourg a ainsi été touché par un drone dans la nuit du 23 au 24 août, selon le gouverneur régional cité par un média russe. En sens inverse, c'est le bilan civil qui reste le plus lourd à porter pour Kiev. Une frappe de drone russe décrite comme une attaque double détonation. Un second impact survenant après l'arrivée des secours a tué au moins 16 personnes et blessé plus de 130 autres dans un centre commercial de Kryvyi, ville natale de Zelensky, selon les autorités locales citées par plusieurs médias occidentaux. La vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, a qualifié l'attaque de terreur préméditée sur X, y voyant, je la cite, l'absolue et totale dépravité de la guerre de Moscou, et elle a annoncé d'ailleurs la préparation du trame de sanctions le plus large jamais présenté par l'Union européenne contre la Russie depuis le début du conflit. Ce n'est plus un dossier secondaire entre le financement qui s'effrite, les intercepteurs qui se raréfient et une mobilisation russe déjà calibrée sur l'agenda électoral du Kremlin. L'hiver qui s'annonce pourrait être le plus dur depuis le début de la guerre, sans qu'aucune des deux parties ne dispose à ce stade du levier suffisant pour l'écourter. En conclusion de ces actualités de la matinée, que peut-on dire ? Eh bien, qu'un même fil traverse les dossiers que nous venons de voir, des rives d'Ormuz à celles du Saint-Laurent. Eh bien, la guerre, sous toutes ses formes, ne se vit plus comme une parenthèse à refermer, mais comme un régime permanent qu'il faut budgétiser, tarifé et calendarisé. L'Iran ne bloque plus Hormuz, il le taxe. Washington ne protège plus les tankers, il réassure leurs primes. Ottawa et Washington ne négocient plus un accord, ils programment des représailles à date fixe. Kiev ne suspend plus une élection par exception, elle en fait une politique explicite de temps long. Et Moscou, dit-on à Kiev, planifierait déjà sa prochaine vague de conscrits en fonction du calendrier électoral russe de septembre prochain. Mais l'élément le plus révélateur de cette matinée reste sans doute le plus discret, cette loi iranienne sur les frais de service d'Ormuz, votée en commission dans l'indifférence relative face aux éclats de voix de Washington. Elle signale qu'un camp au moins a cessé d'attendre une issue rapide et s'organise pour durer,
Mais reste désormais à savoir, dans les prochaines semaines, si les marchés de l'assurance, les électorats occidentaux fatigués, des prix qui grimpent et les soldats ukrainiens en sous-effectifs accepteront eux aussi de vivre selon ce nouveau calendrier, ou si l'un de ces dispositifs, quelque part, finira par céder avant les autres.